Bonsoir et bienvenue à la finale de la 3e édition d'Eloquentia at HEC. Alors je me présente quand même, je m'appelle Sophia Bellabès et ce soir je serai votre maîtresse de cérémonie. Je rappelle que cet événement a bien évidemment été organisé dans le respect du protocole sanitaire et des gestes barrières. Alors installez-vous confortablement parce qu'on va passer une belle soirée. Bienvenue donc à la finale, comme je vous l'ai dit, de la 3e édition d'Eloquentia at HEC. Ce soir, on compte sur vous, depuis chez vous, pour réagir sur le chat. On like, on commente, on partage pour soutenir nos candidats. Ce soir, c'est donc 8 candidats et candidates qui vont s'affronter afin d'élire le meilleur orateur lycéen 2021. Ils et elles, parce qu'il y a aussi des femmes, ont vécu plus de 20 heures de formation à la prise de parole en public. Et aujourd'hui, ce soir, signe l'apothéose de ce parcours. Ils se sont dépassés, ils ont bravé leur peur, ils ont pris la parole devant leurs camarades et même devant les jurys lors du premier tour. Et ce soir marque l'apothéose de ce parcours. Ils étaient 80 au début et ce soir, ils ne sont plus que 8. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous bien parce que ça va commencer. Ce soir, comme je vous l'ai dit, ils vont s'affronter devant vous sur un sujet posé sous forme de questions. Ils ont eu 2 semaines pour préparer un sujet de leur choix et le défendre lors de cette grande finale. Alors, bien entendu, toutes les formes de prise de parole sont autorisées et les orateurs et oratrices de ce soir vont vous régaler de leur discours. Pour juger leurs prestations, je vais quand même vous présenter tout de suite nos membres du jury qui auront la lourde responsabilité de départager nos candidats. Alors, je vais inviter les jurys à me rejoindre un par un. On va commencer par notre première jurée. Vous allez la découvrir. Elle est la directrice générale de l'association Eloquentia. Mesdames et messieurs, applaudissez bien fort Anne-Sophie Lefebvre. On continue avec notre deuxième jurée, elle est lauréat d'Eloquentia HEC, pardon, c'est un monsieur, je vais la refaire. Notre deuxième jurée, c'est un monsieur, c'est le lauréat d'Eloquentia at HEC, mesdames et messieurs, Medina Man. Notre troisième jurée est la lauréate d'Eloquentia 2020, élue meilleure oratrice francophone de l'année, mesdames et messieurs, Meki Labarbe. Oui, on n'hésite pas à enlever le masque, on est à 1 mètre de distance, on respecte les gestes barrières. Voilà, c'est bien. Tu vas le mettre dans l'œil. Allez, on continue avec notre 4e jurée. Vous allez la découvrir plus tard puisqu'elle va prendre la parole. C'est la directrice de la fondation qui permet à ce programme d'exister. Mesdames et messieurs, Delphine Colson. Allez-y, venez. Rejoins-moi, Mehdi, n'aie pas peur. Allez, viens. Vous êtes prêts, on continue ? Allez, on ne le présente plus, notre dernier juré, c'est une star, la star des plateaux télé, des concours d'éloquence, auteur de plusieurs livres sur la prise de parole, ancien élève d'HEC et formateur à Eloquentia, mesdames et messieurs, Bertrand Perrier. Ils sont beaux, nos jurés, ils sont très très beaux. Alors, je vais garder avec moi Delphine et Anne-Sophie. Et alors, je vais vous inviter à vous installer et à profiter du spectacle. Alors, cette finale, c'est le fruit d'une collaboration entre HEC Paris et Eloquentia dans une volonté commune de permettre aux jeunes de s'exprimer et de prendre la parole en public. Bien entendu, c'est aussi sur la confiance en eux. Et alors, qui de mieux pour nous parler de tout ça que la déléguée à l'égalité des chances d'HEC Paris, la directrice générale d'Eloquentia et la directrice de la fondation HEC. Et du coup, je vais inviter Hélène Bermond à nous rejoindre sur scène. Mesdames et messieurs, on peut l'applaudir. Alors, je vais vous laisser la parole et on va commencer tout de suite avec Hélène. Bonjour à tous. On m'entend là ? Oui. Bonjour à tous. Ravie de vous accueillir sur le campus HEC aujourd'hui. Donc effectivement, c'est la 3e édition d'Eloquentia HEC, la première intégralement en ligne
à l'exception de la finale qui nous rassemble ce soir. Donc nous sommes vraiment, vraiment ravis de vous avoir avec nous. Comment vous présenter le projet Eloquentia at HEC en quelques mots? D'abord, peut-être rappeler que ce projet, il est né d'une rencontre entre deux hommes, entre Éloïc Perrache, le directeur général d'HEC, et Stéphane de Freitas, fondateur d'Eloquentia, qui tous les deux souhaitaient permettre à des lycéens de travailler sur cette compétence fondamentale qu'est la capacité à prendre la parole en public. Et ils ont eu envie de travailler ensemble. Alors pour HEC, ça avait beaucoup de sens parce que ça fait une quinzaine d'années qu'on accompagne des lycéens pour les aider à prendre conscience de leur potentiel, développer leurs soft skills, ouvrir le champ des possibles pour ce qui concerne leur choix d'études. Donc travailler sur l'éloquence en parallèle, c'était vraiment un complément indispensable. Et s'associer à Eloquentia, monter le projet avec Eloquentia, c'était tout simplement une évidence parce que nos deux structures, chacune dans leur domaine, ont fait de l'excellence leur credo. Et c'était tout simplement évident qu'il fallait qu'on travaille ensemble. Alors, quelques échos de cette session 2021, avant de passer la parole à nos finalistes. Sophia le disait, effectivement, ils étaient presque 80 à participer, avec un enthousiasme, une ténacité, une créativité qui nous a tous bluffés. Donc, je voudrais vraiment féliciter tous les participants, qu'ils soient ici ou non, qu'ils soient là ou non ce soir, pardon, pour nous avoir fait confiance et avoir joué le jeu comme ça pendant toute la semaine. Je voudrais avoir une pensée particulière pour les participants de la Martinique qui se sont levés au milieu de la nuit pour participer aux ateliers du matin pendant toute la semaine. Et surtout une pensée particulière pour Célia à La Réunion, qui a été le coup de cœur des jurys de jeudi et qui aurait dû être là ce soir, mais qu'en fait les délais de route ne nous ont pas permis de faire venir. Bonjour à toi, Célia. Alors, Eloquentia at HEC, c'est aussi près de 100 sessions Zoom pendant la semaine, 6 ateliers d'orientation, 180 heures de formation, si je ne dis pas de bêtises, donc, et beaucoup d'engagement et d'investissement, bien sûr, pour préparer cette semaine. Donc, merci à tous ceux qui ont permis que cet événement soit une réussite. Alors, c'est évidemment impossible de citer tout le monde, mais je voudrais remercier tout particulièrement Valérie, qui est en charge du projet au sein de la mission Égalité des chances. Et Maïté, son homologue au sein d'Eloquentia. Merci à vous deux. C'est vraiment grâce à vous qu'on est tous réunis ici ce soir. Et puis un mot spécial aussi pour Rachel, qui nous a concocté la finale de main de maître. Voilà, je ne voudrais pas terminer ces remerciements sans remercier celles et ceux sans qui justement tout ça n'aurait pas été possible. La Fondation HEC et la région Île-de-France, mécènes du projet, dont le soutien financier bien sûr d'abord, mais aussi surtout l'enthousiasme nous a accompagnés pendant toutes ces semaines de préparation. Donc merci Delphine, merci pour tout ça. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Régalez-vous avec les moments merveilleux que vont nous faire partager nos finalistes. Bonne chance à chacun d'entre vous et à tout à l'heure. Merci beaucoup. On continue avec vous, Anne-Sophie. Est-ce que vous avez un petit mot pour nous? Oui, moi j'ai mes anti-sèches, Hélène. Mais tant pis, c'est pas grave. Bonsoir à toutes et à tous. Quelle fierté de nous tenir ici collectivement, dans ce lieu ô combien symbolique. Ce lieu symbolise pour nous, Eloquentia, la confiance que nous accorde HEC pour la 4e année. Pour une association, ce type de partenariat est précieux, car il nous permet de renforcer et de densifier notre action et d'augmenter évidemment la lisibilité de notre projet. Ce lieu symbolise pour vous, chères candidates, chers candidats, l'un des chemins potentiels de votre avenir. Et je suis sûre qu'après la semaine que vous venez de vivre, ces chemins se sont multipliés. Parce que vous avez développé votre confiance, parce que vous avez rencontré des jeunes de toute la France, chacune et chacun portant sa personnalité, ses envies et ses ambitions.
Et grâce à l'accompagnement des animateurs pédagogiques Eloquentia, vous avez découvert certaines de vos ressources, jusqu'ici peut-être insoupçonnées. Vous avez touché du doigt le plaisir d'être écouté. Et vous avez assumé la force de vos convictions et la puissance de vos mots. Le concours que nous tenons aujourd'hui, après presque 18 mois de sociabilité empêchée et de compréhension contrariée, prend un sens tout particulier. D'abord parce qu'il nous donne l'occasion de nous retrouver, certes en petit comité, mais de pouvoir vous écouter, vous, chers finalistes, dans de bonnes conditions. Et parce que malgré tout, nous avons relevé le challenge d'organiser cette semaine en distanciel, et c'est une première. Alors, pour leur professionnalisme et pour leur adaptabilité à toute épreuve, je tiens ici à féliciter les équipes d'Eloquentia, salariés et bénévoles, et celles d'HEC, qui ont travaillé main dans la main pour rendre tout cela possible. Merci et bravo à vous. Enfin, chers jurés, tant attendus, mais aussi tant redoutés, votre rôle se situe parfaitement à la croisée des valeurs portées par Eloquentia, le respect, l'écoute et la bienveillance. Merci à vous d'avoir répondu présent et de rester mobilisés sur de tels projets, c'est essentiel. Et enfin, bravo, bravo, bravo à vous, chères candidates, chers candidats, vous qui avez su vous questionner, vous qui avez su vous mettre en danger, vous qui avez su vous tenir debout et porter votre voix. Vous avez touché du doigt l'ivresse de ce savoir écouter, mais vous avez aussi mesuré la richesse d'écouter l'autre, d'apprendre à se taire pour laisser les mots de l'autre nous toucher, nous percuter, nous proposer un autre point de vue, un autre chemin. Ce sont tous ces chemins qui, à force de prise de parole construite et d'écoute attentive, dessineront une route commune, une société plus solidaire et équitable. Alors bravo pour être de ceux et celles qui tracent ces sillons. Bravo pour votre courage et votre audace, et d'avance, un mille merci pour les mots que vous vous apprêtez à nous offrir. Merci à tous et excellente soirée. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ces quelques mots. Et on continue avec la dernière prise de parole, Delphine Colson. Alors, bonsoir à tous. Un immense bravo déjà à tous les candidats qui sont là ce soir, à tous ceux qui ont concouru. Vraiment beaucoup de plaisir à vous accueillir ici à HEC avec Hélène et toute l'équipe. Voilà, donc un grand bravo aux équipes, Anne-Sophie, Hélène, parce que c'est vrai que l'engagement que vous mettez dans tout ce que vous faites toute l'année est énorme et c'est ce qui nous amène à être ensemble aussi ce soir et ce qui nous amène à soutenir ces actions. Donc la Fondation HEC accompagne bien sûr l'école dans un certain nombre de développements, mais le cœur de sa mission, c'est d'accompagner les dispositifs d'égalité des chances en particulier, donc essayer d'amener, de révéler des talents, de les faire grandir, de les faire éclore, de les faire se montrer et les aider à choisir un chemin et à trouver le chemin vers HEC aussi, si possible, à travers un certain nombre de programmes que l'on finance. Et on le fait grâce à des donateurs et des mécènes, entreprises qui sont particulièrement engagées avec nous, formidables. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont suivre ce soir, de même que l'équipe de la Fondation, que je salue. Et je vous souhaite le meilleur pour ce soir, que le meilleur gagne. J'ai entendu plusieurs fois des mots comme « régalez-vous », mais régalez-nous aussi, régalez-vous, ayez beaucoup de plaisir. Et puis voilà, que le meilleur gagne. À bientôt. Merci beaucoup Delphine. Oui, je vais vous inviter à aller vous asseoir et à profiter des discours parce qu'il est maintenant temps d'entendre les discours de nos valeureux candidats. Ils sont stressés. Alors dans la salle, on n'hésite pas à applaudir, à rire, à crier. Et vous à la maison aussi, vous pouvez soutenir les candidats en commentant, likant, partageant le lien de ce que vous voulez. On continue donc avec notre premier candidat. Il s'appelle Pierre Breuil. Il est en première au lycée européen de Villers-Cotterêts. Et ce soir, il discourra à la positive sur le sujet « L'ignorance est-elle une forme de liberté ?» Mesdames et messieurs, Pierre Breuil. Bon, je voulais vous l'annoncer en face. Vous allez tous mourir demain. Bah oui, je sais, c'est pas idéal, mais c'est comme ça. Au moins, maintenant que vous le savez,
vous êtes libre de vivre vos derniers instants comme vous le souhaitez, non? Le savoir, c'est le pouvoir. Et pouvoir choisir, n'est-ce pas la plus grande des libertés? Oui, mais voilà, l'angoisse vous submerge. Vous savez maintenant que cette journée sera votre dernière et toute la quiétude a quitté vos réjouissances. Ici, c'est le bien-être pur et simple que vous interdit le savoir. Vos choix revêtent alors une gravité nouvelle, car le temps coule entre vos doigts, et en quelques au revoir à ceux que vous aimiez, vous avez déjà renoncé à vos rêves. Écrire, plus le temps. Peindre, plus le temps. Mourir, plus qu'à attendre. Il ne tient plus qu'à vous d'accomplir vos rêves avant de mourir, d'avancer, de réussir, une dernière fois. Mais vous ne le ferez pas, car si la plupart d'entre vous s'apitoyaient déjà dans le déterminisme, maintenant, vous savez. Vous savez que l'excuse absolue vous est accordée, et ni vous, ni les autres ne vous blâmera d'avoir renoncé. Votre cœur est mort avant même d'avoir cessé de battre, car le savoir l'a tué. Puisque la liberté est le fait de n'être pas soumis, le savoir s'y oppose, lui qui condamne au renoncement. Pilule bleue ou pilule rouge? Ignorance ou réalité nouvelle? Si la pilule rouge est présentée comme une défaiseuse de chaînes, elle est en réalité celle qui les matérialise. Dans sa réalité, Néo était libre et vivait comme tel. Mais dans celle que lui impose le savoir, il n'est plus qu'un esclave soumis. Morpheus le dit lui-même. La pilule bleue permet La pilule bleue permet de croire ce que l'on veut, libre ou soumis. La pilule rouge n'admet que la soumission à la réalité. De fait, en étant libres de penser notre réalité, nous pouvons la vivre en femmes et en hommes libres. Ces libertés nourries par l'ignorance peuvent vous sembler fallacieuses et paradoxales. Mais, morale ou pas, la liberté reste la liberté. Qui souhaiterait apprendre parmi vous, et en cet instant, que sa réalité est factice, qu'elle n'est qu'un simulacre de bonheur dissimulant un état de servitude? Mais tous n'ont pas ce choix. Les hypersensibles, eux, sont incapables d'ignorer. Bon, alors moi, je suis juste un gars lambda. La femme que j'aime, en revanche, ne peut ignorer le monde, ne peut ignorer l'autrui, ne peut ignorer l'émotion. Octobre 2020, exposé de culture hispanophone. Elle parle. Des filles au premier rang rient. Elle présente son travail, mais elle rit. Elle ne comprend pas. On lui manque de respect. Pourquoi? La robe est-elle laide? L'est-elle elle-même? Ou bien la faute au discours? Son espagnol doit être risible. Le propos doit être pitoyable. L'exposé ne fait que la ridiculiser. Elle ne repassera plus. Jamais. Elle craint la suite. A-t-elle seulement un avenir? Elle se lamine. C'en est fini. Plus de demain. Elle sait et ne l'oubliera pas. Ainsi, la délivrance à l'angoisse, celle qui permet de vivre, est l'ignorance. Vous prenez conscience que les droits humains sont bafoués, que les libertés sont en perdition, que la haine systémique tue. Vous, Jean Moulin, vous, Pierre Brossolette, et vous, tant d'inconnus. Vous qui êtes des humanistes. Vous prenez conscience et c'est la porte de l'ignorance qui se ferme. La peine est double, car engagé pour apaiser ce fardeau, vous en apprenez davantage. Des noms, des informations qui valent désormais plus que votre vie. Le savoir, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est le devoir. C'est être responsable de son inaction, tourmenté par l'indécision et par ses erreurs, soumis à son incertitude et à celle des autres. L'ignorance, c'est être irresponsable dans son plein droit.
Après tout, comment l'ignorance pourrait-elle craindre le jugement, alors même que l'épée de Damoclès lui est inconnue? Dès lors, ignorer les autres permet bien des prises de liberté que la morale interdit. En cas d'adultère, je ne savais pas que tu rentrerais aussitôt. En cas de crise climatique, nous ne pouvions pas prévoir que les gaz à effet de serre auraient un effet de serre. En cas de génocide, nous ne savions pas. Et à vrai dire, ne pas savoir est un luxe que nos États se permettent. Nous n'avons pas de preuves, seule défense du gouvernement. Des millions de Yéménites sous les bombardements, plus de 8000 civils morts et des armes françaises sur le terrain. Mais nous n'avons pas de preuves et nous devons nous en contenter. Alors, oui, l'ignorance est une forme de liberté. Oui, elle libère de nos angoisses passées, de nos renoncements présents et de nos responsabilités à venir. L'inconscience est science de l'inconséquence, science de ne pas penser la vie, mais de la vivre. Libre comme l'air, l'air qui ne pense pas, déchaîné comme naturel, naturel qui n'est rien d'autre que le soi. Demain, vous mourrez, et qui sait, moi aussi. Alors, je vous le demande, qu'espérez-vous pour vos proches? Leur souhaitez-vous la longue agonie de l'attente? Ou bien les préférez-vous libérer d'un tel fardeau, grâce à une mort ensommeillée que seule l'ignorance pourra leur permettre? Complaisez-vous dans le partage de vos chaînes, mais n'oubliez pas que le prix en sera toujours une forme de liberté. Merci beaucoup Pierre pour ce magnifique discours. On peut l'applaudir encore une fois parce que c'est pas facile de passer en premier. On continue avec notre deuxième candidat. Il s'appelle Badr Haït Amar. Il est en première au lycée Honoré de Balzac à Mitry-Mory. Et ce soir, il discourra à la négative sur le sujet « Les barrières sont-elles faites pour être franchies ?» Mesdames et messieurs, Badr. Soyons clairs, je ne suis pas ici pour vous sortir de belles paroles, pour vous faire l'éloge du pouvoir de cette pseudo-volonté qui pousse certaines personnes à franchir bêtement les barrières qu'ils rencontrent dans leur vie. Si on en croit le raisonnement de tous ces optimistes, il faut franchir les barrières qu'on nous impose. Mais ils oublient de nous dire que des fois, ces barrières existent pour notre bien. Mon père a voulu franchir une barrière. La barrière d'un passage à niveau, qui plus est. Mais il a aussi voulu franchir une autre barrière, la barrière de la peur des chemins de fer. Et voici le résultat. 3 jours de coma, 6 côtes brisées, un bras et 2 jambes cassées, et surtout, une peur des chemins de fer devenue si prononcée que l'on devient presque maladive. En général, le but d'une barrière est de nous protéger, de prendre soin de nous, d'éviter que l'on se mette en danger. Mais une barrière sert également à créer une démarcation, à créer une limite, à délimiter notre espace. Admettons que vous ayez une belle maison, avec un très beau jardin que vous prenez soin d'entretenir chaque jour. Aimeriez-vous que le club de foot amateur de votre ville se rejoigne dans votre cour pour refaire le match France-Suisse et essayer de comprendre ce que la France a raté? Aimeriez-vous que Pierre, Pierre Breuil, vienne avec sa motocross tenter de nouvelles figures pour essayer d'impressionner sa belle-aimée? Vous aimeriez tout cela? Oui ou non? Personnellement, si je mets une clôture, si je mets un muret, autrement dit, si je mets une barrière autour de chez moi, c'est que je ne veux pas que quelqu'un la franchisse. Et ce raisonnement marche dans les deux sens. Pourquoi devrais-je franchir les barrières qu'on m'impose? Peut-être que la personne qui l'a mise ne veut tout simplement pas que je la franchisse. Chez moi, on dit « Se vuoi vivere una vita ottima, non fare quello che agli altri rimproveri ».
Si tu veux vivre une vie géniale, ne fais pas aux autres ce que tu reproches. Appliquons-les, ces dictons. Appliquons-les, ces dictons qu'on transmet de génération en génération. Si nous sommes confrontés à une barrière, ne la franchissons pas. Réfléchissons 2 fois. Respecter les barrières qu'on nous impose signifie être un bon citoyen. Tenez, on nous parle de gestes barrières. En respectant les gestes barrières, vous prenez soin de vos concitoyens. La loi, c'est une barrière. C'est une institution qui a pour but de garantir votre sécurité en sachant si vous êtes hors la loi ou pas. Respectez-vous la loi? Si c'est oui, vous décidez de ne pas franchir une barrière. Vous décidez de ne pas outrepasser ces limites définies par la loi. Et être un bon citoyen, c'est aussi savoir respecter ses concitoyens. Et respecter ses concitoyens signifie respecter et surtout ne pas franchir les barrières qu'ils dressent. Connaissez-vous l'histoire de Claire? Une jeune femme de 25 ans qui rentre du travail. Elle traverse le même quartier, elle prend le même chemin et passe devant le même bar. Un jour, un homme qu'elle ne connaissait pas était assis au comptoir de ce même bar et il lui a fait des avances quelque peu insistantes, allant jusqu'à la demande trop explicite d'un rapport sexuel. Claire a refusé et pour cela, elle a décidé de dresser une barrière en lui disant « Non, je n'ai pas envie ». Et pourtant, malgré cela, cet homme a décidé de suivre le conseil de tous ces optimistes. Il a franchi la barrière. Et voici que Claire se retrouve à l'hôpital, recouverte de bleu, traumatisée à vie et jonglant entre un lugubre sentiment de honte et un injuste sentiment de culpabilité. Doit-on franchir les barrières? Doit-on franchir cette barrière du « non, je n'ai pas envie » et toucher cette femme contre son gré en forçant l'entrée dans son espace personnel? Non. Non, parce que cette barrière n'est clairement pas faite pour être franchie. Et sur ce point, je suis catégorique. Maintenant, intéressons-nous aux barrières que nous nous imposons nous-mêmes. Moi, j'ai envie de vous dire que la réponse, c'est la même. Les barrières qu'on s'impose ne sont à la base pas faites pour être franchies. Car si on s'impose une barrière, il y a une raison, une limite que l'on ne veut pas franchir. Donc, au lieu de s'entêter à vouloir franchir cette barrière, essayons plutôt de comprendre la raison qui nous a poussés à la création de cette barrière. Et à mon sens, la raison qui peut valoir la peine de dresser une barrière, c'est la liberté. Se mettre des barrières, c'est également vouloir accéder à la liberté. Le fait de se forcer à ne pas franchir une limite devient une preuve de liberté. Car on se donne le choix de oui ou non, je souhaite faire cette chose ou pas. Ceux qui s'abandonnent à leur libido, par exemple, ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus cette liberté. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas cette liberté. Cette liberté, pardon, excusez-moi. Parce qu'ils ne respectent pas cette barrière de la raison et ne respectent aucune autre barrière pouvant, bien tant que mal, les dissuader de se noyer sous leur passion. La règle et la contrainte permettent la liberté. Lorsque tu choisis de prendre des cours de dessin, par exemple, tu acceptes d'être contraint à rester assidu en cours pendant des heures, mais tu le fais pour gagner la liberté. Car en apprenant de nouvelles techniques, tu deviens plus libre en termes de créativité et tu auras plus de choix et de possibilités pour exprimer tes idées. Chaque personne bénéficiant d'une grande renommée a, à un moment ou un autre dans sa vie, dressé des barrières et respecté ces barrières. Tenez, parlons de Gandhi, le grand Gandhi. Cet homme qui s'est fixé cette barrière de la non-violence, cet homme qui a encouragé son peuple à ne pas acheter des vêtements anglais au profit des vêtements indiens. Cet homme qui a encouragé son peuple à refuser de participer à l'effort de guerre anglais. Cet homme qui, en dressant et en respectant ces barrières, a permis à son peuple de devenir libre. C'est bien beau de vouloir franchir une barrière, mais si franchir une barrière, c'est preuve d'une curiosité malsaine et égoïste, non merci. Si c'est pour se jeter en pâture à un destin plus cruel et se faire renverser par une réalité des choses plus dures, non merci. Si franchir une barrière est synonyme de souffrance, de culpabilité et de remords,
non merci. Non merci, non merci, non merci. Chaque barrière n'est pas forcément faite pour être franchie. Merci. Merci beaucoup, Badr. Très beau discours. On continue avec notre troisième candidate. Cette fois-ci, elle s'appelle Sophia Zrari. Elle est en terminale et nous vient du lycée Saint-Joseph d'Avignon. Nous l'écoutons tout de suite à la positive sur le sujet. Les convictions sont-elles des prisons? Mesdames et messieurs, Sophia Zrari. Il y a bien une chose qui restera gravée dans ma mémoire. Cette soirée d'été de mes 14 ans, lors du mariage de ma cousine. Assise autour d'une table d'adultes que j'avais troquée pour la première fois à celle des enfants, j'étais fière d'enfin pouvoir assister aux discussions des grandes personnes. Je les écoutais avec attention et émerveillement, avant de remarquer que tous les adultes rabâchaient les mêmes choses depuis une bonne dizaine de minutes. Ah, les politiques, c'est tous des vendus. Interpellée et agacée d'assister à un échange aussi stérile, je décidai de retourner à la table des enfants, où l'on avait un débat enflammé sur le dernier jeu Pokémon, bien plus intéressant, vous me l'accorderez. Vous avez tous sûrement dû entendre ce que j'ai entendu ce jour-là. C'est ce que l'on appelle une conviction, une pensée ferme et arrêtée. Mesdames et messieurs, les convictions sont des prisons où les idées ne peuvent s'épanouir. Pourquoi, me demanderez-vous? C'est bien simple. Mesdames et messieurs, la flemme. Oui, la flemme. Notre mal contemporain, notre spleen baudelairien, c'est bien notre paresse de faire usage de notre esprit critique. Nietzsche disait « Les passions donnent naissance aux opinions et la paresse d'esprit les fige en conviction. » Si ces adultes avaient la conviction que les politiques étaient tous des vendus, c'était sûrement car ils n'avaient pas eu la témérité d'aller chercher plus loin que ce que disent les médias. Et peut-être aussi parce qu'on venait tout juste de révéler l'existence du compte en Suisse de M. Cahuzac, ministre du Budget. Mais passons. Ce qui gangrène la conviction, c'est son imperméabilité au mouvement, sa peur du changement. La conviction, mesdames et messieurs, c'est le Guantanamo de l'esprit. Elle fait entrave au questionnement, au renouvellement, à la créativité, la modestie, la curiosité, à la liberté, quoi. Et le pire, mesdames et messieurs, c'est que toute réfutation, même involontaire, de la conviction serait synonyme de blasphème, que dis-je, de sacrilège, car douter de leur certitude serait douter d'eux-mêmes. Et c'est ainsi qu'on assiste au procès tronqué de la liberté. Permettez-moi une brève reconstitution des faits. Faites entrer l'accusé. Madame la Liberté, vous êtes accusée de trouble à l'ordre public pour avoir insufflé l'incertitude et le doute dans les esprits de nos concitoyens de notre régime. Au nom de l'esprit critique, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Enfin, j'essayais seulement d'émettre des nuances quant à leur certitude. Libre à eux de s'en départir. Objection, votre honneur! Elle essaye de faire régner le doute. J'ai des pièces à conviction. Sa culpabilité ne fait aucun doute. Madame la Liberté, vous êtes condamnée à perpétuité. Et je suis convaincue que la prison vous fera le plus grand bien. Après cette grandiloquente reconstitution d'une édition spéciale de Faites entrer l'accusé sur France 2, reprenons. La conviction condamne donc la liberté de faire preuve d'esprit critique, qui est un passage
essentiel, que dis-je, fondamental à la construction d'opinions saines et réfléchies. Et j'irai même plus loin, à la construction d'une identité individuelle et sociale épanouie. Car oui, beaucoup revendiquent leurs convictions comme des parties intégrantes et indivisibles de leur individualité. Il serait donc intolérable pour eux de remettre en question ces convictions, car elles induiraient une remise en question d'eux-mêmes. Combien de fois mon oncle Gérard s'est-il senti personnellement attaqué lorsque j'évoquais le simple fait que je pensais que l'OM était plus fort que le PSG? D'ailleurs, vous me l'accorderez, on connaît tous cet oncle Gérard. Si. Vous savez, cet oncle que l'on voit uniquement au repas de famille et qui est convaincu que tous les véganes sont tous les membres d'une secte. Voilà. Alors qu'on aimerait apporter des nuances à ses propos, l'oncle Gérard vous répondra par cette même phrase. « J'en mettrai ma main à couper !» Vous voyez, il y a quelque chose d'irrévocable. Je dirais même quelque chose de malsain dans ces certitudes ancrées d'avoir raison. On irait même jusqu'à couper sa main pour démontrer sa vérité. Enfin, calmos les gars. Finalement, ce que je retiens, c'est que beaucoup entendent quand trop peu écoutent. Derrière les bien connus, nous n'avons pas les mêmes convictions. On prétend sa conviction en autarcie. On s'arroge cette solitude pour se soustraire à la compréhension, la tolérance et le compromis. Pourtant, dans ces temps durs, où nos démocraties fragiles faillissent sous le joug des politiques sécuritaires, j'en appelle à notre unité à tous, et à la bienveillance et la tolérance dont chacun d'entre vous peut faire preuve. Ces convictions nous divisent, morcellent notre humanité et n'ont de place dans nos sociétés. Acceptons l'altérité, sa pensée, qu'elle soit folle, dantesque ou téméraire. Mesdames et messieurs, le confinement, c'est terminé. Osons sortir de nos chemins de pensée et cultivons ensemble un demain réinventé. Citoyens, à nous, la liberté. Merci. Merci beaucoup, Sophia, pour ce discours plein d'humour. Et on continue, parce que c'est déjà la moitié, on continue avec notre 4e candidat. Il s'appelle Loris Dumas, il est en première et nous vient du lycée du Forêt de Feur. Nous l'écoutons tout de suite à la positive sur le sujet « Faut-il s'inquiéter pour demain ?» Mesdames et messieurs, Loris Dumas. Faut-il s'inquiéter pour demain? Mais d'abord, de quel demain parlons-nous? Si c'est demain dimanche, alors non. Je serais probablement affalé dans mon lit à regarder une quelconque série. Après, bien sûr, avoir ramené la coupe à la maison. Mais dans le doute, j'ai choisi de vous parler du demain qui nous est commun, le demain de l'avenir. On m'a souvent dit que j'étais la jeune génération, la génération de l'avenir, qu'il m'appartient, qu'il est entre mes mains. Et si nous étions la dernière génération, la dernière à pouvoir encore agir, la dernière à pouvoir encore faire des TikTok à la plage. En 15 jours, il a fait 50 degrés au Canada, 48 en Sibérie, 18 en Antarctique, la famine climatique ravage Madagascar. Les feux de forêt brûlent notre planète. 70% d'abstention aux dernières élections régionales. Mais depuis le début de la semaine, le débat est ailleurs. À l'Assemblée nationale, on débat du burkini, du voile, des danses exotiques et du crop top. Après ça, pensez-vous sincèrement qu'il faut se soucier de l'avenir? Inquiétons-nous? Je me sens très mal, pour être honnête. Quand je lis l'état de santé de la Terre, je suis pris d'une angoisse terrible, me rongeant de l'estomac jusqu'à l'œsophage. Je ressens le poids de 150 ans d'industrialisation sur les épaules.
Et pour tout dire, je m'inquiète, oui, j'ai peur. Je suis terrifié face à l'incertitude, face à moi-même, face à vous, face à demain. Alors, je me répète, demain, tout ira mieux. Oui, demain, tout ira mieux, demain, tout ira mieux. Et pourquoi pas? Et si demain n'allait pas mieux? Le poids que nous portons est insoutenable, l'atmosphère est anxiogène, il nous étouffe. I can breathe, prononça George Floyd avant de trépasser, au bout de 8 minutes, sous le genou du racisme. C'est ce poids que la jeunesse ressent. Elle suffoque. Ce qui n'aurait pas dû être mes inquiétudes le devient. Je devrais m'inquiéter d'avoir le bac, de décrocher une mention, de rentrer dans l'école dont je rêve. Mais mon inquiétude est ailleurs. La jeunesse est précaire, la jeunesse est en crise. Dans 1 an et demi, je rentrerai à l'université. Mais la précarité me guette. Ne vaut-il mieux pas aller travailler plutôt qu'étudier? Vais-je faire partie des jeunes condamnés au jeûne qui finissent rongés par la précarité et la dépression? Chaque génération, sans doute, se voit vouée à refaire le monde. Ma génération sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse, nous disait Camus. Les scientifiques sont du même avis. Les conséquences sont inéluctables. Alors, inquiétons-nous. Mais nous pouvons les réduire. Alors, agissons. Ma génération a grandi dans un monde où la possibilité même d'un avenir est incertaine. Et pourtant, nous nous battons et nous y croyons encore et toujours. Pessimisme de la raison et optimisme de l'action. La science fait peur, oui, mais l'espérance vient de l'action. Quand notre maison brûle, ne regardons pas ailleurs. Je préférerais, bien sûr, vous dire que tout ira mieux demain, que nous ne devons pas nous inquiéter. Parce qu'en soi, carpe diem. Allons déguster un bon Big Mac dans mon canapé et regardons la télé-réalité. J'aimerais tant vous dire que nous allons consommer, nous enivrer. Mais la réalité, c'est que le temps est limité. L'action ne doit pas tarder, sinon nous sommes condamnés. Et cette épreuve, nous devons la traverser ensemble, car seuls nous y parviendrons pas. Nous sommes l'homo sapiens, l'homme sage, l'homme savant. Faisons honneur à notre espèce. Il faut dire, il faut crier que nous ne voulons plus d'un monde égoïste, d'un monde dévasté, d'un monde injuste. Alors, j'entends déjà ces contestataires aussi prévisibles qu'une chanson de Weshden crier au scandale. Et ceci, je leur réponds, hors de ma vue. On dira de notre jeunesse qu'elle est abstentionniste. Oui, elle a certainement compris toutes les simagrées politiques, parce qu'à force de langue de bois, ils vont finir en kit Ikea. Certains, encore, nous diront que ce ne sont que des prédictions de malheur. À cela, je dirais que l'attente rend passif dans des situations où l'action est nécessaire. N'attendons pas de voir si ces scénarios se réaliseront ou non. Agissons pour qu'ils n'adviennent jamais. Donnons tort à ces scientifiques. C'est de notre devoir d'espérer et de croire, bien sûr. Mais c'est aussi notre devoir, à tous, de nous inquiéter. Nous inquiéter pour pouvoir de nouveau espérer et croire. Le courage de la jeunesse sera peut-être de changer le monde. Nous avons entre les mains le stylo qui nous permettra d'écrire l'avenir. Alors saisissons-le. Mais jeunesse seule ne pourra, car en bande organisée, personne ne pourra nous canaliser. Le changement, c'est maintenant, c'est pas demain. Pour que l'action sauve demain, il faut nous inquiéter. Alors inquiétons-nous terriblement, inquiétons-nous tellement fort que nos efforts seront vainqueurs. Non, le meilleur n'est pas à venir. Le meilleur reste à construire. Je vous remercie. Encore bravo Loris pour ta prestation.
On continue avec notre 5e candidat. Il s'appelle Wassim Chkoubi Amar Wali. Il est en première et nous vient du lycée Pierre Bourdieu de Fronton. Ce soir, nous l'écouterons sur le sujet à la négative, l'ignorance est-elle une forme de liberté? Mesdames et messieurs, Wassim. Vous êtes tous ignorants. Mais je suis ignorant. Nous sommes tous des ignorants. Mais pour autant, sommes-nous tous libres? Mais avant cela, qu'est-ce que l'ignorance? Qu'est-ce que la liberté? L'ignorance, c'est le fait de ne pas savoir quelque chose, ou de ne pas vouloir faire l'effort chaque jour d'apprendre. La liberté, elle, désigne proprement l'absence d'opposition. Un homme libre, c'est celui qui, s'agissant des choses que sa force et son intelligence lui permettent de faire, n'est pas empêché de faire celles qu'il a la volonté de faire. Mais ne pas pouvoir nager comme un poisson, ou être incapable de comprendre les théories d'Einstein ne démontre pas des manques de liberté, mais des manques de puissance et de connaissance. Mais vouloir savoir ce qu'est l'ignorance, c'est déjà en sortir, n'est-ce pas? Être libre d'agir, c'est donc ne pas être empêché de faire ce qu'on peut et ce qu'on veut faire. Ainsi, nous pouvons nous demander, est-ce que l'ignorance nous empêche de faire ce qu'on peut ou ce qu'on veut faire? À première vue, l'ignorance serait donc un obstacle à la liberté. Pour agir librement, encore faut-il agir en connaissance de cause, et non pas être le jouet d'éléments que l'on ne comprend pas. C'est parce qu'il connaît les vents que le marin expérimenté arrive à bon port, là où le néophyte, lui, risque le naufrage et la mort. L'ignorant ignore ce qui en lui agit. Aussi, dépend-il de ses désirs qu'il vient confondre avec sa volonté ou avec la volonté des autres? Prend-il du plaisir à se rendre ivre-mort avec de l'alcool? Il croit le vouloir, mais devient alcoolique. Il ne se rend pas compte qu'il y a en lui des procédés neurologiques qui expliquent son addiction. Il prend ce qui lui est étranger pour ce qui lui est propre, car c'est le seul modèle qu'il a eu à disposition. Ou au contraire, il a peur et pense que c'est une force supérieure à lui, une divinité par exemple, qui lui remue les jambes, comme l'exemple que reprend le philosophe Alain dans son ouvrage Éléments de philosophie. Dès lors, non seulement il est esclave des mécanismes qu'il ne connaît pas, mais se pensant être le jouet d'une force supérieure, il se fait doublement esclave, de lui-même et d'autrui. On voit donc comment l'ignorant ne peut être libre, parce qu'il est prisonnier des forces qui le gouvernent et auxquelles il se soumet sans même s'en rendre compte, car il n'a pas la connaissance pour ouvrir les yeux dessus. L'ignorant est donc prisonnier. C'est en cela qu'il n'est pas libre par l'ignorance, car il n'est pas capable de vouloir totalement. De plus, d'autres problèmes de liberté majeure sont causés par l'ignorance, dont un qui nous concerne tous. L'ignorance nous empêche d'être qui nous sommes vraiment, et donc d'être libres, d'être nous-mêmes. En effet, l'ignorance est un fléau. Qui sommes-nous? Grande question universelle qui taraude les esprits des hommes depuis la nuit des temps. Cette grande question mérite une grande réponse. Et soyons d'accord, jamais, jamais, une réponse ne s'est trouvée dans l'ignorance. Ainsi, la connaissance ne se fait pas variable, mais constante pour comprendre qui nous sommes réellement. Et pourquoi cela? Car une personne ignorante, non instruite, n'ayant aucune connaissance ni expérience, va prendre pour modèle la première personne qui va l'instruire, ou simplement avoir une autorité sur elle. Pour faire plus clair, nous pouvons comparer l'ignorant à une feuille blanche,
totalement vierge, sur laquelle personne n'a jamais rien écrit. Ainsi, n'importe qui peut venir écrire n'importe quoi sur cette feuille, de la même façon que n'importe qui peut instruire l'ignorant de n'importe quelle connaissance. Cela peut être aussi positif que négatif. L'ignorant est comparable à un enfant. Il faut l'instruire de ce qui est bon comme de ce qui est mauvais. Mais il suffit d'une personne mal intentionnée qui vienne dire à cet ignorant que faire ceci est mauvais. Et cet ignorant va acquérir l'information comme quelque chose de normal, puisqu'il n'aura pas eu d'autre information que celle-ci. Et il sera donc en quelque sorte prisonnier de cette information, car il n'aura que le choix de s'y conformer, faute d'autres connaissances. Prenons par exemple la condition des femmes. Durant des siècles, on a appris aux femmes à rester soumises à leur père ou à leur mari. Bien souvent, elles étaient formatées à rester au foyer, à s'en occuper. Et quand elles avaient des filles, elles leur apprenaient la même chose que ce que leurs aînés leur avaient appris. Et génération après génération, prisonnières de l'ignorance de ce qu'est l'indépendance, elles restaient prisonnières du foyer. Ce n'est que lorsque certaines femmes, comme Simone de Beauvoir ou Hélène de Gouges, qui ont acquis cette connaissance de leur infériorité injuste face aux hommes, qu'elles ont commencé à se révolter de cette emprise masculine pour se libérer et acquérir les droits qu'elles possèdent aujourd'hui. Comme le disait Victor Hugo, la liberté commence là où l'ignorance finit. Ainsi, c'est la connaissance et non pas l'ignorance qui s'est faite ici salvatrice pour libérer. Donc non, l'ignorance n'est pas une forme de liberté. Merci beaucoup pour ta prestation. On continue avec notre 6e candidate. Elle s'appelle Karel Ngale-Moncam. Elle est en première au lycée Le Corbusier d'Aubervilliers. Et ce soir, elle discourra sur la négative du sujet « Faut-il s'inquiéter pour demain ?» Mesdames et messieurs, Karel. Ah, je ne puis souffrir ce vilain mot, cet odieux mot. Falloir, falloir, falloir. On dirait des coups d'épingle. Faut-il s'inquiéter pour demain? Maudit falloir, qu'on l'envoie à l'abattoir. S'inquiéter pour demain n'est pas une nécessité. Rien ne me fera abdiquer. Falloir, eh bien moi je ne le fais pas. Je ne m'inquiète pas pour demain. J'ai déjà assez à penser, dû assez actions gâchées, parce que je n'ai pas pu agir. À force de penser et repenser l'avenir, alors je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète plus pour demain. Falloir? Eh bien, je le dis, il ne faut pas. Faut-il s'inquiéter pour demain? Carpe diem, qua minimum, credula postero. Cueille le jour présent, sans te soucier du lendemain. C'est ce que dit Horace à Leuconoé, et c'est ce que je te dis aujourd'hui. Demain n'est qu'une illusion, une interrogation. Le passé n'est que souvenir, le futur n'est qu'imagination. Le présent, lui, il est concret. Il est tout ce que l'on a. Il est beau, tels mes camarades. Alors inquiétez-vous pour aujourd'hui, plutôt que demain. C'est le présent qui a besoin de votre inquiétude. 400 000. C'est le nombre de personnes menacées par la famine qui frappe le Madagascar. 400 000. Ils sont parfois obligés de manger des criquets, des feuilles de cactus et même de la boue. 300 000. C'est le nombre de personnes sans domicile fixe, ici même en France. 3. C'est le nombre de viols, toutes les heures dans notre pays. Voilà des réalités auxquelles vous ne pouvez pas tourner le dos pour faire face au lendemain.
le futur est le ricochet de nos actions présentes. Agissez pour ces enjeux actuels et nous, futurs adultes, vous remercierons. Mais surtout, on construit l'avenir avec des rêves, de l'espérance. Alors quand il s'agit de demain, rêvez, espérez. L'inquiétude est faite pour le présent. Le passé s'entremêle au regret, aujourd'hui à l'action, le futur lui au rêve. Alors comme le petit prince, émerveillez-vous devant le lever de chaque jour. Lorsqu'il s'agit de demain, soyez naïfs, soyez dans les nuages. Imaginez-vous un lendemain radieux et créez-le par vos actions présentes. Faut-il s'inquiéter pour demain? Vivre les malheurs d'avance, c'est les subir 2 fois, dit René Barjavel. Moi, je dirais vivre les malheurs d'avance, c'est tuer 2 mondes. C'est tuer ce présent que vous passerez à vous inquiéter pour un lendemain. Et c'est tuer ce futur étincelant auquel vous auriez pu rêver. S'inquiéter pour demain, c'est perdre un temps précieux à vivre, à agir, à découvrir. C'est même mettre en danger votre santé mentale. S'inquiéter pour demain, sans même que vous en rendiez compte, vous amène petit à petit à souffrir d'une anxiété d'anticipation. Pathologie qui s'accompagne de crises de panique. Respiration saccadée, palpitations, étourdissement, sensation de mort imminente. Finalement, toute personne qui essaierait de vous convaincre, de vous inquiéter pour demain, veut vous voir souffrir, veut vous voir périr, mais n'ayez crainte, je suis là pour vous défendre de ces vautours qui n'attendent qu'à vous faire du mal. Ils sont là, dans les villes, les campagnes, pour pouvoir quoi? Ces êtres fous n'ont pas besoin de raison. Mon doux jury, faites-moi confiance et vous repartirez la vie sauve. Je suis là pour vous aider. Cette main que je vous tends pour vous sauver la vie mérite bien le prix HEC Eloquentia. On peut s'arranger. Faut-il s'inquiéter pour demain? Telle la fin d'un conte, je vous souhaite de vivre heureux. Et plus qu'avoir des enfants, je vous souhaite de retrouver votre âme d'enfant. Lorsque demain était synonyme de voiture volante, de devenir cosmonaute pour certains, princesse pour d'autres, retrouvez votre âme d'enfant. Lorsque le présent était sauvé par le super-héros que vous étiez. Merci encore, Karel, pour ce très très beau discours. On continue avec notre 7e et déjà avant-dernier candidat. Il s'appelle Page Magnier Slimani. Il est en première et nous vient du lycée, alors c'est un petit peu loin, du lycée Cité Scolaire Internationale Europol de Grenoble. C'est très très long. Nous l'écoutons tout de suite à la positive sur le sujet « Mon corps exprime-t-il ce que je suis ?» Léo l'escargot faisait des pâtes carbo tranquillement installées, seul dans son caniveau. Et Léo, il rêve d'une autre vie, loin de sa lenteur quotidienne. Tu t'appelles Léo? C'est plutôt fou ça, j'aurais plus pensé à genre un jaguar, pas un mollusque. Tu t'appelles Léo, genre t'es au courant que c'est un nom genre de lion ça? Je sais, on me le dit tout le temps. Peut-être que si jamais j'étais un lion, je serais moins insignifiant, on se moquerait moins de moi. Absorbé par ses pensées et sortant un paquet de coquillettes du fond de sa coquille, Léo se dit « Comment ça se fait que ce petit bout de nourriture appelé coquillette ressemble autant à mon corps ?» Léo est loin de se douter que pour nous,
Il ne ressemble pas. Il est de la nourriture. Je voyageais sous la pluie ce soir-là. Et je voyageais depuis si longtemps que mon sac sur mon dos courbé par la fatigue me donnait la même silhouette que Léo l'escargot. Je me suis donc arrêté, passé la nuit dans sa coquille. Bonjour, je suis Page, un humain parti loin de ce qu'il connaît. Moi, c'est Léo. Oh, un petit peu comme un lion. Ouais, je sais. Hein. Bref, je me pose une question sur mon corps et mon esprit. Ma conclusion, c'est que mon corps commande et mon esprit est là pour le contrôler en seul capitaine à bord. Léo, satisfait par cette réponse et pensant tout autre raisonnement improbable, se remet à la confection de son casse-croûte. Un petit peu d'huile d'olive, de sel, et on égoutte les pâtes. Splash! Fourmi des champs! Crabe unijambiste! Léo vient de renverser de l'eau bouillante sur ses antennes et hurle de douleur. J'ai mal. Mal car mon enveloppe physique est blessée. Ça veut dire que l'état de mon corps peut influer sur mon esprit? Oui, et inversement, Léo. Quelqu'un souffrant de dépression ou de toute autre maladie mentale ressentira de forts effets physiques. Par exemple, les cernes sont comme des voyants de danger, pour nous signifier que la personne n'est pas en état de tenir une réflexion longtemps, ou alors de se concentrer pour un long effort. Le bâillement sert exactement la même chose. Notre corps nous avertit de notre mal-être. Léo se positionne tranquillement au fond de sa coquille, étire ses membres de tout son long et mange ses pattes en regardant la pluie par la fenêtre. Pourquoi c'est aussi bon? Pourquoi j'aime autant ce plat? Tu aimes manger, car manger sécrète de la sérotonine, une des hormones du plaisir. Donc, sans ton corps, impossible de savoir ce que tu aimes, impossible de savoir ce que tu désires, et même impossible de savoir ce que tu es. Que notre corps soit de branche ou de chair, il dicte les besoins de son hôte. Est-ce que c'est aussi le cas pour les êtres humains? Oui. Et en plus, les êtres humains sont des êtres sociaux, un petit peu comme les fourmis, tu vois. Et donc, ils croisent tellement de congénères par jour que leur corps leur sert à savoir qui va bien être la personne qu'ils rencontrent. Le problème, c'est que c'est un petit peu subtil. Par exemple, on va jouer à un jeu. Que veut dire cette cravate? T'es prêt? Une cravate en lin. Quelqu'un d'un peu ringard. Une cravate en soie. Quelqu'un de riche. Une cravate en laine. Quelqu'un de riche en hiver. Une cravate en coton. Quelqu'un de riche, mais en été. C'est un sans faute, Léo. Tu comprends bien les humains. Le problème, c'est qu'ils s'en servent pour se juger les uns les autres. Quand j'habitais encore parmi eux, avoir la carapace noire voulait dire avoir 8,7 fois plus de chances de se faire arrêter par la police sur la grande île où ils se pensent le centre du monde. Il y a plus d'animalité chez l'être humain et plus de bonté et d'humanité chez les animaux. C'est accablant ce que tu me racontes là, mais pourquoi est-ce que t'es parti? Bref, je vais me renseigner. Léo sortit le bouquin de philosophie le plus proche, les dialogues platoniciens. Socrate y déclare que le corps est-elle une prison pour l'âme? Mollo mollo, Socrate, d'accord? Mon corps à moi? C'est ma maison, pas ma prison. Et c'est aussi le cas pour nous autres êtres vivants sans coquille, tu sais. Notre corps, c'est notre maisonnette. Alors, on l'adapte pour qu'il nous corresponde, on le façonne un petit peu à notre image. Mais pourquoi est-ce que les personnes transgenres, alors, ressentent un tel écart entre leur corps et leur esprit qu'elles ressentent le besoin d'en changer? Justement, si notre corps ne représente pas notre esprit, on le fera évoluer pour aligner les deux. C'est un besoin tellement profond en chacun de se sentir aligné spirituellement et matériellement que ça peut pousser, en effet, à la transition de sexe. Est-ce que les humains ont conscience que ça serait quand même plus simple d'être hermaphrodite, genre comme nous? Oui, mais ça va plus loin que ça, Léo. Une personne qui, en vieillissant,
sentira son corps changer, voudra mettre de la crème anti-rides, voudra se teindre les cheveux pour que son esprit, encore jeune, soit exprimé par une enveloppe tout aussi jeune, aux yeux des autres et à ses propres yeux aussi. Alors, c'est un besoin intrinsèque à chaque être vivant de se ressembler. Pour toi, si tu veux être Léo l'escargot, sois-le. Mais sois-le pleinement, avec tout ton être, tout ce que tu es. Et si tu veux être Léo le lion, sois-le également, sois ce que tu veux, mais sois-le pleinement. Pour moi, je suis non-binaire. Ça veut dire que mon identité de genre ne s'exprime pas selon la norme binaire. Ça, c'est la définition. Ça veut dire que je me sens libre. Je me sens libre d'être sans normes. Je me sens libre de porter des jupes, des casquettes, du maquillage. Et si mon corps, avec un sac, ressemble plus à celui d'un escargot, eh bien soit je serai un escargot. Je serai ce que mon corps me dit, que je serai un homme, une femme, une coquillette, un poisson, un artiste, un danseur. Je serai une moule avec des frites, je serai un moule à gâteau. Je serai. Et je suis. Page. Bravo Page, tu peux être fière de toi. Mesdames et messieurs, je suis triste, je suis très triste, ça se voit pas mais je suis triste. Pourquoi ? Parce que c'est notre dernier candidat. Et oui, déjà, on va accueillir Yanis Kalfi. Il est en seconde et nous vient du lycée Parc Chabrière d'Oulin. Nous l'écoutons tout de suite à la négative sur le sujet. L'ignorance est-elle une forme de liberté ? Mesdames et messieurs, Yanis. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Article 1er de la Constitution des droits de l'homme et du citoyen. Je clarifierai en disant « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, pourvu qu'ils se saisissent de leurs droits. » Article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de mon royaume. Les humains ne se saisissent pas tous du droit à l'apprentissage. Pourtant, ils travaillent jusqu'à ne plus savoir ce qu'ils font. Pendant que l'ignorant les observe du haut de sa tour d'ivoire de la méconnaissance, pensant avoir trouvé sa liberté, et pourtant sa limite, là où l'ignorance pense pouvoir servir la liberté, la connaissance, elle, permet réellement d'être libre. Non, l'ignorance n'est pas une forme de liberté. Ding, ding, ding. Un réveil sonne. Yanis se lève, assez durement ce jour-là, car un événement terrible est sur le point de se produire. Il s'apprête à réitérer une pièce de théâtre qu'il connaît par cœur, celle de sa morne vie. Il ouvre la porte, s'assoit sur le canapé, se divertit avec des émissions frivoles, cuisine et mange, et répète cette unique scène encore et encore. Yanis a choisi l'ignorance. Il est donc devenu un jeune homme oisif et aveuglé. Nous dirons plus communément qu'il est devenu l'allégorie de la célèbre phrase de Jeff Tuch. « Je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai rien à faire. » Mais Yanis devint un temps naïf. Il décida de s'autocensurer en se morfondant dans l'ignorance. Il fut donc condamné, isolé, encastré dans cette case qui rejette tout enseignement et glorifie les bêtements. Est-ce son droit ? Oui, ça l'est. Cependant, est-il libre dans cette damnation ? Non, il ne l'est pas. L'ignorance n'est pas une forme de liberté. Si vous savez, comme les Yanis sont tellement nombreux dans le monde des ignorés, voyez-vous, être ignorant dans un monde ignoré, comme ceux de la banlieue, du tiers-monde ou de la solitude, serait normal, synonyme de liberté, de droit, alors que être ignorant dans un monde considéré comme ceux des grandes métropoles, de la haute bourgeoisie ou de l'ancien monde, serait un crime.
Je les entends dire « Toi, toi, toi qui as tout, tu t'autorises à l'ignorance et tu ne t'ouvres pas à la connaissance que nous pouvons t'apporter avec notre richesse culturelle ?» En fait, l'ignorance n'est pas que culturelle. L'ignorant est celui qui s'enferme et devient hostile aux relations sociales et à l'environnement qui l'entoure, puis qui demeurera un jour emprisonné. Ne trouvant plus d'échappatoire, ils seront tous prisonniers. Les Yanis deviennent des misérables ignorants qui sont le simple fruit d'un désenchantement de la connaissance qu'ils ont nourri et abreuvé eux-mêmes, sans s'en rendre compte. Ils ne sont plus libres de comprendre, de lutter contre la désinformation ou d'explorer de nouveaux sujets. Parmi tous les sujets, il y en a un particulièrement tabou dans notre société. La politique. J'en ai fait mon affaire personnelle. J'ai poussé à chaque élection mon entourage à aller voter, à faire entendre leur voix. Leur voix, je l'entends encore. J'aimerais voter, mais je ne comprends rien à leurs mensonges, à leur politique. Parce que, tout comme la liberté, le vote est un droit, un devoir de citoyen. Mais certains ont décidé d'ensevelir ce droit sous leur ignorance, sous leur méconnaissance. Si j'aurais décidé de ne pas faire entendre ma voix aujourd'hui, je me serais autocensuré et je n'aurais pas pu mettre un mot sur ce sujet qui me tient à cœur. En décidant de ne pas faire entendre leur voix, ces femmes et ces hommes si intelligents, si impliqués dans la vie de leur quartier, travaillant avec zèle et payant leurs impôts, laissent faire les choses par ignorance, en ne tentant pas de creuser ce sujet qui pourrait leur apporter des conditions de vie meilleures. Ils s'asservissent aux mains des votants et ne sont plus libres, car ils seront gouvernés par des gens qu'ils n'ont pas pu choisir. Cette résultante de l'ignorance est-elle réellement une forme de liberté ? Vous l'aurez compris, je me suis basé sur mon histoire depuis le début. L'histoire avec un grand H, elle, doit être apprise et connue, et non ignorée. Pour ne pas répéter les erreurs du passé, imaginez que l'on ait oublié la Révolution française et sa fameuse Marseillaise. Aurions-nous été fiers d'être français ? D'être ce peuple qui a aboli la société d'ordre et la monarchie absolue ? Ce peuple qui a chanté « Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé » Pas si sûr. Nous ne pouvons être ignorants envers cette histoire qui nous a permis d'être libres. Dans notre histoire, nous avons Voltaire, de qui nous pouvons aussi être fiers. Il disait qu'il s'était dit 100 fois s'il serait heureux s'il était aussi sot que sa voisine. Et non, il ne voulait pas d'un tel bonheur. Par conséquent, l'homme vu parmi tous les terriens comme le modèle de liberté affirme que l'ignorance n'est pas un sujet sur lequel on peut débattre. Pour être heureux et libre, on ne peut être ignorant. L'ignorance n'est pas une quelconque forme de liberté. Après cette longue scène, passée dans le néant, à consumer son temps, le rideau se ferme, le public se lève et disparaît, tandis que Yanis demeure plus profond et seul que jamais dans la scène de sa vie, barricadé par les hautes montagnes infranchissables de la connaissance. Affranchissons-nous de ce siège de l'ignorance pour vivre une vie meilleure dans la plaine de l'époustouflante connaissance. Yanis l'a fait. Yanis s'est libéré. Yanis est devenu le roi de son royaume. Yanis est devant vous. Merci beaucoup Yanis pour clôturer les discours de nos 8 candidats. D'ailleurs, on peut encore les applaudir parce que c'était... Allez, il est temps pour notre cher jury d'aller délibérer. La tâche s'annonce difficile. Hein. Vous qui êtes à la maison, dites-nous ce que vous en avez pensé, quel candidat vous soutenez, lequel vous a le plus convaincu. Et nous, on se retrouve juste après une petite interview de Mehdi Laman. Salut Mehdi. Salut Rachel.
Qu'est-ce que ça te fait de revenir sur le campus d'HEC? Alors, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs qui reviennent, surtout l'amphi Blondeau, que je viens de redécouvrir, celui dans lequel il y aura la finale. Mais je pense surtout à tout ce que j'ai vécu dans ces amphis. Alors, pas forcément celui dans lequel on se trouve, mais toutes ces heures passées à potasser, passées dans les jurys, l'émulation avec tous les concurrents qui sont au final devenus des amis. Trop bien. Qu'est-ce que ça fait alors d'être juré, de passer de l'autre côté aujourd'hui? C'est assez surprenant, c'est pas une première expérience pour moi, j'ai déjà eu l'occasion de le faire à Nanterre, mais c'est vrai que c'est quand même un symbole pour moi d'avoir l'occasion de revenir à HEC. Et qu'est-ce que à toi le programme Eloquentia à HEC t'a apporté? Beaucoup, des connaissances sur moi-même, une aisance, mais si je devais revenir à une seule chose, ce serait l'éthos de l'orateur. L'éthos qu'on nous apprend, c'est le comportement, c'est comment être en orateur, et pour moi ça, c'est pas seulement quand on est sur les planches, mais c'est au quotidien, et c'est quelque chose que je porte avec moi depuis. Et en tant qu'ancien participant, qu'est-ce que tu attends des candidats de ce soir? Qu'ils soient meilleurs que moi, tout simplement. Espérer trouver un lauréat, une lauréate, ou tout simplement avoir 8 finalistes qui vont passer ce soir, qui puissent m'époustoufler. Tous, parce qu'ils sauront être exceptionnels à leur manière. Merci Mehdi. C'est moi qui te remercie. Allez, on est de retour pour les délibérations du jury et l'annonce des grands gagnants. Bien entendu, chez vous, si l'attente a été si courte, c'est parce que l'événement est préenregistré. Et alors, le jury, il a fini de délibérer. Mais avant de les entendre, j'aimerais quand même remercier les partenaires qui sont à l'origine de ce projet. Un grand merci, et on peut les applaudir bien, bien fort, hein. Un grand merci à HEC Paris et à la Fondation HEC. Un immense merci à Eloquentia. Et enfin, merci à la région Île-de-France. Alors, avant de passer aux résultats que vous attendez tous, nous allons quand même demander au jury ce qu'ils ont pensé des prestations de ce soir. Et alors, je vais les inviter à me rejoindre sur scène. Delphine Colson. Vous pouvez applaudir, hein, oui, allez-y. Mehdi Naman, Anne-Sophie Lefebvre, et enfin, non pas enfin, Bertrand Perrier, voilà, c'est ça. Et enfin, Meki Labarbe. Alors, je vais vous donner la parole avant de faire venir les candidats. J'aimerais vous demander, Delphine, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, moi, j'ai adoré, hein, j'adore ce concours. Je trouve que les 8 finalistes étaient assez fantastiques. Moi, je retiens que le présent est beau, en fait. Merci beaucoup, Delphine, pour ces quelques mots. On continue avec Mehdi. Mehdi, qu'est-ce que tu en as pensé? Bien, j'ai passé une soirée tout à fait exceptionnelle. C'était un très grand plaisir pour moi de passer de l'autre côté de la barrière du concours, de découvrir comment se passe les coulisses. Mais non, surtout, j'ai découvert aujourd'hui 8 talents incroyables que j'appelle bien évidemment à poursuivre dans cette voie. Merci beaucoup, Mehdi. Anne-Sophie, est-ce que tu as un petit mot pour nous? J'ai un petit mot pour les participants surtout. Bravo, 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 bravo. C'est toujours exceptionnel de vous entendre. J'aime pas faire de rapport aux âges, mais quand même, là, il faut quand même le dire, vous êtes quand même très jeune. Vous mettez la barre à un certain niveau. Et nous, on est toujours ravis et toujours très, 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 très impressionnés de voir ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez offrir. Alors, on se dit toujours que l'avenir est beau pour vous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bravo. Notre star nationale, Bertrand Perrier. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai adoré deux choses. En fait, j'ai adoré l'audace et la sincérité. Je crois que c'est les deux, pour moi, choses qui m'ont frappé. L'audace d'abord parce qu'il faut le faire.
On sait très bien, pour moi, Eloquentia à HEC, c'est un peu le télescopage de deux parties de ma vie. C'est-à-dire que j'étais à HEC il y a 25 ans et je suis arrivé à Eloquentia il y a 10 ans. Et en fait, c'est un peu les deux choses qui ont compté dans ma vie. C'est HEC d'abord parce que c'est aussi la formation académique, c'est l'excellence, c'est le travail, c'est ce qui donne un travail aussi. Et puis Eloquentia, c'est ce qui fait le supplément d'âme de ma vie. Et ces deux choses ont contribué à ce que je suis, à me nourrir. Et donc pour moi, c'est un peu incroyable ce rassemblement de ces deux parties. Et donc pour eux aussi, c'est extraordinaire parce que c'est le symbole d'un côté des études qu'ils font, qu'ils doivent faire, qu'ils doivent continuer à faire avec opiniâtreté, avec ce souci de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis cette petite soupape de donner le meilleur de soi dans sa personnalité, dans sa sincérité, que permet l'éloquence aussi. Et donc c'est ça qui m'a frappé, c'est l'audace. Donc vraiment, cette capacité à oser se présenter au regard des autres. Autant dire que quand j'avais leur âge, je n'aurais jamais fait ça. Donc l'audace et puis la sincérité. Parce que tous et toutes, et ceux qui ne sont ni tous ni toutes, peut-être encore plus, ont été d'une sincérité absolue avec nous, se sont livrés avec une absolue authenticité. Et finalement, derrière les messages, c'est des personnalités qu'on découvre. Et tout ça a été vraiment infiniment riche. Donc, c'était une merveilleuse soirée. Merci beaucoup, Bertrand. Et on finit avec Meki. Meki, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Alors, j'ai juste envie de dire deux mots. Bravo et mille merci, parce que vous êtes tous venus avec votre propre authenticité, votre propre personnalité. Vous nous avez exprimé vos émotions, vous nous avez convaincus. Donc, pour cela, bravo. Et donc, ça prouve que, vous prouvez que la jeunesse a son mot à dire. Donc, poursuivez dans cette voie, osez, ayez de l'audace, comme a dit Bertrand Perrier. Et le meilleur reste à construire et à venir. Merci. Merci beaucoup. Alors évidemment, cette scène, elle est un petit peu vide, et oui, parce qu'il nous manque nos petits talents, nos pépites à nous. On va accueillir dans l'ordre, vous pouvez venir nous rejoindre, on va se resserrer un petit peu. Voilà. Pour commencer, on peut applaudir bien fort Bader. Pierre. Sophia. Wassim, Loris, Yanis, Page et enfin Karel. Alors, c'est le moment de découvrir les résultats de cette grande finale, les résultats qu'on attend tous. La finale, je vous le rappelle, de la 3e édition d'Eloquentia at HEC. Alors, je vais laisser la parole pour le 3e prix à Delphine Colson et Bertrand Perrier. Alors, le 3e prix, d'abord, c'est un garçon. C'est un garçon qui symbolise infiniment ce que peut être Eloquentia, puisqu'il a réussi en 5 minutes à citer à la fois Weshden et Albert Camus. Et c'est pas donné à tout le monde. Alors, évidemment, il s'est reconnu. Alors, évidemment, il ne va pas ramener la coupe à la maison, mais il va ramener le 3e prix. C'est Loris Dumas. Bravo. Félicitations. On continue avec l'annonce du 2e prix et cette fois-ci, je vais laisser la parole à Anne-Sophie Lefebvre et Meki Labarbe. C'est une fille. Premier indice. Et donc, le 2e prix, je vais faire beaucoup plus court. Le 2e prix va à Sophia, qui est là. Bravo, bravo, Sophia. Alors, bien entendu, je vais vous laisser la parole à la fin. On va le faire maintenant. Tiens, j'ai envie quand même de donner la parole à notre 3e prix avant d'annoncer. On laisse un petit peu de suspense, hein? Ouais, bah oui, quand même. Notre 3e prix, il est où? Ah, il est là, il est beau, hein? Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Vous me prenez de court, mais j'ai envie de tous vous remercier parce que vous êtes tous fantastiques.
tous des orateurs de talent. Et si je m'attendais à ça, franchement, ça a été un malentendu d'arriver ici. J'ai clairement cliqué sur un lien Instagram. Et je finis devant vous. Alors, merci, mille merci. Merci à HEC, merci à Eloquentia. Merci à vous, le jury. Et félicitations à vous tous, parce que vous avez tous été formidables. Merci. Merci à toi. On va aussi laisser la parole à notre chère Sophia, qui a eu la 2e place. Merci déjà. Hein. Et alors vraiment, j'étais très stressée. Et vraiment, je suis très contente d'avoir pu participer à cette expérience. Et ce que je retiens, c'est que j'ai découvert des personnes vraiment très talentueuses, du début à la fin. Et on ne peut pas se classer comme ça. Et je trouve que chacun a le mérite d'avoir discouru avec authenticité et sincérité devant vous. Et pour ça, bravo à tous. Voilà. Allez, je sais que vous attendez que ça. Hein, là, tout le monde est sur les nerfs. Ouais, petit roulement de tambour, on a raison. On va investir. L'année prochaine, on aura un orchestre. Voilà, c'est bien. Alors, pour annoncer le premier prix, je vais laisser la parole à Mehdi. Et pour cette année, et 3e édition d'Eloquentia at HEC, j'ai l'honneur et le privilège de remettre le premier prix à Karel. Merci. Je pense qu'on ne se fait pas tout seul, que toute victoire est due aux autres. Donc moi, je voudrais remercier beaucoup de personnes, donc ça va prendre un peu de temps, désolée. Donc déjà, je veux remercier mon groupe d'éloquence, Objection, dans mon lycée. Donc les coachs qui nous entraînent chaque vendredi, Djeneba, Mohand, Mathias, Mohamed aussi de l'année dernière. Je remercie les organisateurs de cet atelier, Madame Tambutet, Madame Chipan et Madame Konaté. Je remercie aussi ma famille, ma sœur Tiffany, qui m'a appris à débattre, ma sœur Colline, qui écoute tous mes discours, ma sœur Léane, qui est, elle, obligée d'écouter tous mes discours. On est dans la même chambre. Mon frère Christian, qui me rappelle tout le temps mes objectifs. Et mes parents qui me suivent dans toutes mes passions, que ce soit le skate ou l'éloquence. J'ai encore qui à remercier. Non, j'ai un trou. Ah oui, je remercie mes amis aussi, Wissal, Léna, Inès, tous ces gens qui me soutiennent. Et je remercie aussi tous les autres concurrents, parce que c'est votre talent aussi qui m'a poussé à autant travailler. Et vous êtes tous incroyables, vos textes étaient tous incroyables. Et je remercie aussi particulièrement Page, parce que il m'a aidé, il m'a donné des retours pour mon discours. On a un peu travaillé ensemble aujourd'hui, donc merci. C'est tout, je pense. Félicitations. Merci. Alors merci à vous à la maison d'avoir suivi cet événement, merci au public, merci aux candidats et à l'organisation Eloquentia, et à HEC Paris, la Fondation HEC, la région Île-de-France, les spectateurs, les jurys, et on se retrouve une prochaine fois.